Nous sommes en compagnie de Guillaume Lajoie, candidat de Québec solidaire dans Mille-Îles. Monsieur Lajoie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait très plaisir, merci, bonjour. Donc, on vous accueille aujourd'hui en marge de la campagne électorale 2022. Donc, l'invitation avait été lancée à tous les chefs et porte-parole. Monsieur Nadeau-Dubois et Madame Massé ne pouvaient être présents. Donc, vous venez un peu en tant que porte-parole pour Laval. Je vous laisserai peut-être pour commencer vous présenter un peu votre parcours puis ce qui vous a mené à vous présenter pour Québec solidaire. Oui, absolument. Puis ça me fait grand plaisir en fait de porter la voix du parti. Après tout, nos porte-paroles, c'est effectivement les porte-paroles de tous les dossiers. Les candidats doivent être aussi habilités à parler de tous les dossiers, donc ça me fait très plaisir d'être ici. Moi, en tant que candidat, dans le fond, je me présente dans Mille-Îles parce que j'habite dans le quartier. J'ai 2 jeunes enfants, puis on habite là. Dans le fond, on veut vraiment prendre racine dans notre quartier. Ça fait pas très longtemps qu'on habite à Laval, mais c'est vraiment notre quartier en fait de prédilection. Je travaille dans le fond auprès des entrepreneurs dans une OBNL qui s'appelle Startup Montréal. Je suis relationniste, lobbyiste, donc je travaille en communication. Je dois dire qu'on a 5 autres grandes candidatures quand même à Québec solidaire à Laval, autant dans le milieu de la santé que ce soit de José Bélanger, Zachary Robert. On a également des militantes écologistes qui sont enseignantes également au Collège Montmorency, notamment José Chevalier, Karine Clich. Puis on a même Jessie Léger qui travaille finalement pour le Parti Laval. C'est vraiment des bonnes candidatures. Je suis vraiment privilégié de travailler avec eux tous les jours. Puis en fait, on se le cachera pas, du côté de Laval, Québec solidaire n'a jamais été très fort, si on veut, en termes de vote. Sentez-vous peut-être que le vent se tourne un peu cette année? Sentez-vous qu'il y a un intérêt pour Québec solidaire à Laval? Absolument. Je dois dire que c'est sûr que ça varie de circonscription en circonscription. On s'entendra que la démographie diffère. Il y a aussi finalement des circonscriptions qui sont peut-être plus fortes en termes des idées. Je pense notamment à Laval-les-Rapides, qui a toujours une circonscription qui a été très forte auprès des idées de Québec solidaire. Bon, on a une clientèle qui est plus jeune, on a un petit peu plus de familles qui sont défavorisées, beaucoup plus de clientèle migrante également. Ce qui fait en sorte que ça augmente le volume de vote. C'est un peu là où on a peut-être un peu plus une concentration des efforts. Mais au niveau de Sainte-Rose, on a quand même un fort bassin finalement d'écolos, de gens qui sont proches des valeurs de Québec solidaire. Mais ce qu'on entend vraiment dans tout Laval, c'est que les gens sont propres pour un changement. Puis, il y en a beaucoup qui se tournent vers nous comme étant l'alternative à la CAQ, vraiment de mener un changement. Qu'on prend racine, vraiment. En 2018, on a déjà fait des gains substantiels par rapport aux dernières élections. Puis, on sent, cette année, ça va être encore un beau gain qu'on va faire. Donc, de ce que j'en comprends, sur le territoire, les commentaires sont quand même positifs là, des personnes que vous rencontrez. Absolument. Je dois dire, c'est sûr que, comme vous dites très bien, il y a un fort bassin libéral. On a quand même 5 circonscriptions sur 6 aux dernières élections. La CAQ, puis comme M. Legault l'a dit très bien à votre micro, vise des gains encore, mais Québec solidaire est là, puis particulièrement dans certaines circonscriptions, on peut viser peut-être un gain, ça serait vraiment surprenant, ça serait vraiment même une bonne surprise, mais nettement une augmentation du pourcentage. Si on veut commencer peut-être du côté du transport collectif, donc parmi les engagements qui touchent la région, c'est l'un des principaux qui a été fait au cours de la campagne. Vous voulez créer une nouvelle ligne de métro qui va relier en fait Saint-François et l'Est de Laval au centre-ville de Montréal. À quel point c'est important justement d'offrir un nouveau service à cette partie des citoyens-là sur l'île Jésus? Ben, c'est sûr que pour ce qui est de Saint-François, ça me touche particulièrement parce que c'est ma circonscription. Puis Saint-François a été très mal desservi en termes de services, autant en manque de santé, en éducation. C'est une population grandissante à Saint-François. Il y a vraiment beaucoup de jeunes familles qui s'installent. Les gens qui sont là, finalement, sentent que dans les 15 dernières années, il y a un délaissement. Je peux pas dire que c'est le gouvernement provincial. Je pense que c'est la ville qui doit être en considération. Mais il y a un changement. Le centre de services de l'Est, par exemple, de la ville qui veulent construire, c'est quand même un beau gain. Il y a quand même beaucoup de discussions autour de la cité du cinéma. Je tomberai pas dans cette discussion-là, mais c'est effectivement quand même une volonté de faire qu'il y ait plus de momentum à Saint-François. Et notre métro, c'est également la pièce angulaire, finalement, pour faire en sorte que Saint-François soit mieux desservi en transport collectif. Il y a juste 2 voies de sortie, finalement, majeures. On parle de métro, mais on parle aussi, finalement, d'augmenter le transport collectif en autobus, plus de voies réservées. Mais ça, c'est Saint-François. Je dois dire qu'aussi, là, on a un très beau plan pour tout Laval. On veut augmenter la ligne orange du 6% jusqu'à Chemédé, du SRB. En fait, c'est littéralement ce que le maire Boyer veut pour Laval. Nous, on est prêt à le donner, à l'offrir. Puis c'est vraiment, dans le fond, dans ces engagements-là qu'on se diffère des autres partis. On veut augmenter la fréquence, augmenter l'offre en transport collectif, parce qu'au final, tout est une question de choix. Plus on offre de choix aux citoyens, plus on a des chances qu'ils réduisent leur dépendance à l'auto-solo. Fait que oui, à Saint-François, mais partout à Laval, on a des propositions claires en transport collectif. Justement, par rapport au prolongement de la ligne orange à partir de Côte-Vertu, la ligne orange ne se rattacherait toutefois pas au collège, à la station Montmorency. Pour quelle raison on décide de pas nécessairement y aller tout de suite vers si on veut boucler la boucle de cette ligne-là? C'est des choix.
C'est des choix, dans le fond, je pense qu'il y a une intention dans les prochaines années. Tu sais, ça reste une vision pour 2030, là. On peut pas spéculer qu'est-ce qui pourrait se passer dans les autres années après. Ça a toujours été discuté de faire une boucle, même d'aller plus loin jusqu'au Carrefour Laval avec la ligne orange. Mais pour l'instant, ce qu'on se concentre, c'est vraiment faire en sorte que Laval soit mieux desservi et pas juste une concentration sur les 3 principales stations de métro à Laval. On veut plus de services un peu partout. Fait que oui, c'est un choix qu'on a fait, mais faut comprendre, notre plan en transport collectif, il est sujet à toujours être revisé en fonction des discussions qu'on aurait avec la RTM, avec la ville, avec les citoyens. C'est une vision. Ce n'est pas un plan concret, c'est vraiment une vision, puis on pense que c'est la meilleure vision pour offrir plus de choix aux gens. En termes de logements sociaux, en fait, vous en parlez tantôt de M. Boyer qui souhaite, par rapport au transport collectif, mais aussi en logements sociaux, il y a plusieurs demandes de son côté. Et Québec solidaire promet 50 000 nouveaux logements sociaux dans un premier mandat, comparativement aux 15 000 proposés par la CAQ. Est-ce que c'est réaliste et envisageable de réussir à avoir 50 000 nouveaux logements sociaux en 4 ans? Oui, moi je pense que c'est réaliste dans le fond parce que ça prend vraiment une reconcentration de la main-d'œuvre pour ce secteur-là qui clairement manque de moyens depuis des années. On en parle qu'on manque de logements, il faut vraiment offrir un grand chantier de construction de logements sociaux. Fait que 50 000, c'est réaliste. Puis quand on parle de construction, il y a quand même une capacité de reconvertir des appartements qui sont vétustes, qui sont mal entretenus par les propriétaires pour les transformer en coop d'habitation ou en autre type de logements sociaux. La différence qu'on offre avec la CAQ aussi, c'est qu'au-delà de construire des logements sociaux, en fait, c'est qu'on veut pas offrir de logements abordables. L'alternative de la CAQ, c'est d'offrir un logement abordable, ce qui vient qu'à diminuer le loyer des locataires. Nous, c'est pas ça, parce qu'au final, quand on offre un chèque à des locataires, il y a toujours une possibilité que ce chèque soit enlevé. Puis il y a même des stratégies par les propriétaires qui viennent qu'à hausser le loyer pour faire en sorte que finalement, il y a un meilleur gain parce qu'ils savent que les locataires bénéficient d'un supplément. Les logements sociaux qu'on offre, c'est vraiment des alternatives qui sont viables. Puis à Laval, en plus, là, en ce moment, on a un gros problème parce que la crise du logement, là, c'est grave. Puis dans l'est de Laval, là, constamment que je suis dans mes îles, là, il y en a pas de logements sociaux, il y en a pas, puis il y a vraiment une demande pour ça. Fait qu'il faut compléter notre offre en logements sociaux à Laval. C'est pas juste des bachelors puis des studios qui ont été construits sur la Vaillancourt qu'on a besoin. C'est des logements de 2 chambres, 3 chambres et plus pour des familles. C'est ça qu'on a besoin à Laval. Puis est-ce qu'on a une idée justement des gains que Laval pourrait faire dans l'éventualité d'un 50 000 logements sociaux en 4 ans? Je peux pas vous dire de chiffre exact pour Laval, simplement parce qu'on n'a pas fait l'étendue finalement des différentes stratégies en termes de région. Puis ça vient aussi avec finalement une question de discuter avec les organismes communautaires qui sont sur les lieux pour définir combien ils en ont besoin par région. Fait que c'est difficile à dire exactement pour Laval, mais je peux vous dire que les demandes du maire Boyer seront entendues. Puis d'ailleurs, justement, notre porte-parole et moi, on se rencontre jeudi avec le maire Boyer. On veut vraiment discuter de ces enjeux-là. On veut faire que ces priorités soient entendues. Puis on veut vraiment faire en sorte qu'on a le meilleur plan pour répondre à ses besoins. Du côté de la santé, c'est aussi un gros enjeu à Laval. Bon, on le sait, les gens du milieu demandent beaucoup, en fait, qu'il y ait des nouvelles installations, possiblement un nouvel hôpital. Vous, de votre côté, vous proposez beaucoup par rapport aux soins de proximité et aux soins à domicile. Donc, c'est un plan, justement, pour essayer de désengorger, si on comprend bien le réseau de la santé. Là. Absolument. Parce que dans le fond, là, l'enjeu, c'est que si tout le monde se précipite vers les urgences, ça engorge tout notre système de santé au complet. Nous, ce qu'on veut, c'est rapprocher le système de santé des citoyens. Faire en sorte que ce qui est déjà à proximité, là, les CLSC, soit disponible de façon plus élargie, des heures plus élargies, avec un personnel disposé à accueillir les cas qui sont moins problématiques, les moins urgents, pour que l'urgence soit vraiment recours aux situations critiques, aux urgences. Fait qu'en décloisonnant finalement aussi la profession, on va pouvoir également donner plus de services qui sont pas uniquement donnés par des médecins. Fait qu'on parle de désengorger, je parlais de décloisonner, mais également offrir des meilleures conditions de travail aux infirmières. On a vu, là, finalement, c'est bien beau donner des meilleurs salaires, mais ça va pas nécessairement recruter plus les gens dans le métier d'infirmière. Ce qu'on veut, c'est vraiment faire en sorte que les infirmières soient valorisées dans leur profession. On veut arrêter le TSO, on veut arrêter le recours aux agences privées. L'autogestion des horaires aussi, c'est la principale priorité. Puis ma collègue Josée Bélanger, je vous le dis, c'est une infirmière, elle connaît ça, ces enjeux-là. Puis elle parle avec des infirmières. Elle est sur le terrain, c'est elle qui finalement porte ce chapeau-là, puis je trouve qu'elle fait un magnifique travail justement pour mettre en place les priorités lavalloises. Fait que c'est vraiment important de ramener ça sur une base de la proximité. Du côté de la violence urbaine, on l'a vu, là, il y a quand même beaucoup de cas qui ont été révélés à Laval, ou même dans le Grand Montréal, donc dans la région métropolitaine. À quel point le problème, si on veut,
vous incombe, à quel point vous pensez qu'il faut traiter le problème prochainement là, à proximité? Ben, je pense que, puis vous aviez Madame Anglade qui était ici, qui parlait de prévention. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Ça passe par la prévention. Puis je dirais même un peu plus loin, ça passe également par soutenir davantage les organismes communautaires qui œuvrent à cette prévention. Nous, ce qu'on veut faire, c'est augmenter de 278 millions le financement de mission des organismes communautaires par année. Faire en sorte que les organismes communautaires qui sont vraiment à la première ligne pour soutenir les problèmes finalement qui se passent au niveau de la dépendance, au niveau des jeunes, au niveau de la violence, faire en sorte que ces organismes communautaires-là peuvent vraiment subvenir aux besoins finalement qui se passent au niveau de la violence. L'autre côté également, c'est le problème de santé mentale. Si on n'a pas vraiment des ressources en santé mentale pour aider nos jeunes finalement à s'en sortir, on n'arrivera jamais. C'est pour ça qu'on veut vraiment offrir la santé mentale gratuitement, comme pour tout le réseau de la santé, en augmentant le nombre de psychiatres, en augmentant le nombre de psychologues qui sont là pour donner un soutien. Cet encadrement-là va faire en sorte que finalement la police, elle va continuer de faire exactement le rôle qu'elle a besoin, puis qu'il y aura d'autres soutiens pour les jeunes en termes de prévention. C'est important. Côté de la main-d'œuvre, vous l'avez abordé aussi un peu tantôt. Bon, à Laval, il y a 12 000 postes qui sont à pourvoir présentement. Bon, c'est un problème un peu partout au Québec, mais on le constate particulièrement ici. Et par rapport au seuil d'immigration, le Conseil du patronat recommande 80 000. Québec solidaire accepte justement ces 80 000-là, tandis que les autres partis vont un peu plus bas. Pensez-vous que ça peut régler pratiquement une bonne partie de la pénurie de main-d'œuvre ou il y en a encore du travail à faire? Je pense pas qu'on peut régler tous les problèmes de main-d'œuvre uniquement avec l'immigration, mais ça peut nécessairement aider. Parce que comme vous le dites, effectivement, les organisations patronales veulent avoir une augmentation des seuils d'immigration. Nous, on va dans cette direction-là parce qu'on pense que finalement, le Québec doit continuer d'avoir le regard comme une terre d'accueil auprès des nouveaux arrivants. C'est important parce que c'est les immigrants finalement qui ont bâti le Québec. C'est cette force ouvrière-là finalement qui a fait en sorte qu'on a les PME qu'on a les entreprises qu'on a ici au Québec. Ils travaillent plus fort, c'est pas aussi fort que les autres Québécois du Québec. C'est important qu'on soit capable de les accueillir. De l'autre côté, c'est sûr que, comme je vous l'ai dit, pour les organismes communautaires en prévention, c'est important aussi que les organismes communautaires en intégration soient soutenus. Fait que ça vient avec tout un écosystème qui vient qu'à accueillir les nouveaux arrivants pour les amener finalement à être intégrés au Québec. On parle d'intégration, en fait, la francisation aussi est un thème qui revient beaucoup. Mais Laval est sous le seuil des 70% de personnes qui parlent le français comme première langue parlée à la maison. Est-ce que la situation inquiète justement à Québec solidaire? C'est sûr que c'est inquiétant. On peut pas se cacher, là, le Québec, ça reste une nation francophone. C'est important de valoriser la langue française. D'ailleurs, c'est une des raisons qu'on a soutenu le projet de loi 96, mais il y a bien des choses dans le projet de loi 96 qui fait pas notre affaire, notamment le délai de 6 mois pour apprendre le français. C'est aberrant de penser qu'en 6 mois, un immigrant qui arrive ici avec tous ses volontés économiques, se trouver un logement qui sont déjà pas disponibles, arriver avec sa famille, peut pas penser qu'en 6 mois, en plus, il va apprendre le français là-dedans. Nous, c'est pour ça qu'on veut changer la loi pour l'amener à 2 ans. C'est important parce que justement, en 2 ans, on pense qu'il y a vraiment une capacité d'apprendre le français. Ce qu'on doit faire aussi, c'est intégrer d'autres langues, finalement, dans le projet de loi 96, parce que les Autochtones doivent être considérés dans ce projet de loi-là. Mais si on revient sur le thème de la francisation, on peut valoriser la culture. Il faut arrêter de taper sur les gens en disant « vous devez apprendre le français absolument ». On doit valoriser. C'est pour ça qu'on veut offrir des billets de la culture aux nouveaux arrivants, parce que c'est comme ça que les gens vont finalement apprendre le français, parce qu'ils vont découvrir la culture québécoise, ils vont l'apprécier, ils vont la consommer davantage, plutôt que d'apprendre l'anglais. Je dis pas qu'il faut pas apprendre l'anglais, au contraire, on est vraiment ici, même à Laval, on s'entend, il y a beaucoup de communautés anglophones historiques, puis ça fait partie du Québec, c'est un tout. On a la nation québécoise qui inclut les Québécois, on inclut la communauté historique anglophone, les nouveaux arrivants, et tout ça, ça fait partie de notre tout québécois, c'est important. L'environnement est évidemment au cœur des revendications de Québec solidaire. Dans le plan justement dans le plan solidaire, qu'est-ce qui va se rapporter, si on veut, directement à Laval? Quels effets on pourrait voir à Laval du plan environnemental de votre parti? Je suis content que vous en parlez parce qu'on ne pourrait passer derrière l'enjeu super important qui est l'environnement. En fait, c'est l'enjeu direct, c'est l'enjeu décisif de notre élection. L'environnement, pour nous, c'est notre plan, dans le fond, qu'on veut offrir. C'est le plan le plus ambitieux pour réduire les gaz à effet de serre. L'impact que ça a directement à Laval, c'est qu'on veut finalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour le transport collectif, réduire la dépendance à l'auto-solo en investissant dans les transports collectifs. Fait que si les gens ont le choix, ils vont probablement faire un choix qui va aller en direction du transport collectif en réduisant les tarifs. On a vu l'augmentation du métro, finalement, dans les trois stations qu'on a. On a une diminution de l'utilisation. Si on réduit les tarifs, qu'on les amène finalement à 50%, c'est ce qu'on veut faire dans un premier mandat. Là, nécessairement, on va augmenter le trafic qui va utiliser le métro, au-delà de construire de nouvelles lignes.
Fait que ça, c'est la première chose qu'on veut faire. Mais à Laval, on a des milieux naturels qui sont nécessaires, finalement, à deux choses, finalement, à faire en sorte que les bassins de rétention soient utilisés au niveau des deux rivières qui nous contournent comme île, mais également faire en sorte qu'on ait des espaces de qualité de vie. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est les terres agricoles. Moi, je suis dans mes îles, là, à peu près tout le territoire, c'est des terres agricoles, à part la barre au sud, où finalement, il y a du développement immobilier. Ces terres agricoles-là sont le poumon, finalement, notre poumon parce que ça décarbonise et également sont notre garde-manger. On ne peut pas avoir une stratégie en environnement sans préserver ces terres agricoles-là et s'assurer qu'ils ne sont pas victimes de la spéculation financière parce qu'en ce moment, 60% et plus des terres sont détenues par des propriétaires fonciers, propriétaires immobiliers qui veulent diviser ces terres-là pour ensuite les vendre au pied carré puis augmenter le loyer aux agriculteurs pour plus qu'ils soient capables de les exploiter. Pour nous, c'est une aberration, puis c'est important de changer ces milieux-là pour faire en sorte qu'ils soient utilisés. D'ailleurs, en fait, ça revient un peu à une demande du maire Boyer qui demande au parti de permettre la spéculation, la taxation de la spéculation foncière, en fait. Donc, j'imagine, dans votre cas, dans le cas de Québec solidaire, on est d'accord avec cette mesure-là également. Absolument, absolument. Puis même au-delà de ça, je pense qu'il faut réviser la façon dont les villes sont, moi je pourrais dire pas subventionnées, mais il faut réviser la façon dont les villes obtiennent de l'argent de la part des citoyens. Gabriel le dit très bien au congrès de l'UMQ, puis je le rappelle, de miser uniquement sur la taxe municipale, la taxe foncière pour obtenir des revenus comme ville, c'est plus ce qui doit se faire. On doit réviser la façon dont on fait la fiscalité finalement dans les villes, parce que justement, si on se tire uniquement profit des taxes municipales, ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter la spéculation, ça va augmenter les titres finalement immobiliers, puis ça va faire en sorte que les taxes générées vont être plus importantes. Si on change cette fiscalité-là, on donne d'autres leviers à la ville pour finalement aller chercher de donner des meilleurs services qui sont pas uniquement tirés de la taxe foncière. C'est important de changer ça. Puis nous, c'est une de nos choses qu'on mettrait en place comme chantier dans les premières années. Selon les projections en fait de Québec 125, présentement, Québec solidaire est si on veut, en bataille avec le Parti libéral pour être l'opposition officielle. Évidemment, j'imagine, on vise quand même d'être élu en tant que parti principal le 3 octobre, mais dans l'éventualité d'une opposition officielle solidaire, quels sont, si on veut, les grands chantiers ou les enjeux qu'on va vouloir défendre à Laval? Ben c'est sûr que, tu sais, comme on vous l'a dit tout à l'heure, nous, notre volonté, c'est d'être l'alternative à la CAQ. Effectivement, notre but, c'est d'être un gouvernement élu. Dans l'optique, comme tu le dis, d'être une opposition officielle, il y a des fortes chances qu'on ait des élus solidaires à Laval, mais c'est pas parce que l'île est rouge ou est bleue que Laval sera pas représenté par des membres de Québec solidaire. On a un fort membership ici, puis les décisions qui sont faites en termes les décisions importantes pour Laval, c'est du transport collectif. C'est aider le réseau de la santé, même si c'est pas exactement notre plan qui est mis en place. C'est augmenter les ressources aux organismes communautaires. On va se battre pour ça. Puis c'est faire en sorte que Laval, comme terre d'immigration, parce que comme vous le dites, il y a beaucoup d'immigration dans Laval, ben il y a une voix importante finalement dans les décisions qui sont faites en termes d'immigration. Parce que la CAQ, en ce moment, n'est pas le véhicule porteur pour l'immigration. On l'a dit plusieurs fois, l'immigration, c'est quasiment comme une menace au Québec. Nous, on le voit comme un joyau qu'on a besoin de retenir, qu'on a besoin de soutenir. Monsieur Lajoie, en fait, un gros merci pour votre temps, c'est très apprécié. Très plaisir. Et on va vous souhaiter évidemment une bonne fin de campagne, en fait, d'ici le vote du 3 octobre. Absolument, merci beaucoup pour l'accueil. Merci.